empfangen wird. Für den Bundeskanzler ist der Besuch La eine visite en Chine du Bewährungsprobe, chancelier allemand denn es Olaf gibt eine Scholz Reihe von a fait les Problemen, die gros den titres Umgang en mit China Allemagne comme en derzeit France, ainsi que dans d'autres pays. Pourquoi a-t-il choisi de se rendre en Chine en ce moment? Dans quel but? Aujourd'hui, Antoine Santoni est sur Mandarin TV pour décrypter ce voyage. Antoine Santoni est au cœur de l'actualité géopolitique et économique, et sans aucun doute l'un des meilleurs connaisseurs de l'Allemagne que compte la France. Il est l'auteur du livre Le Brexit franco-allemand, mythe ou réalité, livre pour lequel il a reçu le prix de littérature politique Edgar Faure. Pourquoi le chancelier allemand a-t-il choisi de se rendre en Chine en ce moment même? Alors le moment n'est peut-être pas le mieux choisi, mais tout le monde sait que l'industrie allemande est très dépendante de la Chine, et l'économie allemande de manière plus générale, et qui donc il vient s'assurer dans un environnement qui est difficile, notamment au niveau énergétique, il vient s'assurer, comme d'ailleurs tous les chanceliers l'ont fait, à commencer par Angela Merkel, accompagnée d'une armada d'entrepreneurs, d'assurer la puissance économique de l'Allemagne qui vacille. En fait, la thématique de la dépendance économique à l'égard de la Chine est devenue récurrente. Alors, en quoi est-ce que l'industrie allemande est très dépendante de la Chine alors? Bien, d'abord, il y a différents points de vue par rapport à ça. Un des patrons qui va accompagner le chancelier Scholz, qui est d'ailleurs en français, qui est la tête de Bayersdorf, dit qu'eux s'occupent de marché et ne s'occupent pas de politique. Donc les entrepreneurs qui vont là-bas se réfèrent à un marché et se tiennent au marché. Donc ça c'est du point de vue entrepreneurial. Du point de vue politique, ça regarde l'Allemagne. Mais l'Allemagne a certainement besoin de la Chine, hein, même si l'excédent commercial est très largement, je crois, de plus de 20 milliards. Plus de 20 milliards. Hein. Plus de 20 milliards en faveur de la Chine. Mais il faut éviter d'être trop caricatural dans l'approche, dans toutes les questions d'ailleurs chinoises, puisque je pense que l'erreur, si on peut dire, qui serait faite, c'est que d'abord, lorsqu'on a commencé à faire des affaires avec la Chine, ça n'a pas été qu'une question de naïveté, c'était aussi beaucoup une question de cupidité, parce que ça a permis quand même de faire des affaires. Et donc, il faut essayer de comprendre les Chinois ou la Chine de l'intérieur. Et je ne sais pas si on se donne suffisamment, on a suffisamment les capacités de rentrer dans l'intérieur de ce que sont les aspirations chinoises, notamment aussi par rapport à Taïwan, pour pouvoir juger comme ça rapidement si c'est bien ou mal ou pas. Mais bien entendu qu'il y a des notions politico-stratégiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, ça fait, on va dire, plusieurs décennies que l'Allemagne, la France et d'autres pays de l'Union européenne font du business avec la Chine. Et aujourd'hui, encore, on a l'impression que, en fait, les deux parties, aussi bien les Chinois que les Européens, ont du mal à s'entendre, du moins sur les questions, on va dire, je pense que sur les questions commerciales et purement économiques, ça va plus ou moins bien, mais j'ai l'impression que quand les questions politiques s'en mêlent, quand ça interfère sur le domaine économique et commercial, plus rien ne va. Et pourquoi ne pas séparer les deux? L'économie et la puissance économique et la puissance politique sont inséparables. La question est peut-être plus globale et ne se limite pas aux affaires économiques, plus globale par rapport à des questions de sécurité. La guerre en Ukraine nous montre que seuls les États-Unis sont capables de défendre l'Europe, quoi qu'en soient les aspirations d'une défense autonome, ou en tout cas plus développée d'une armée européenne. Et donc les Américains qui voient d'un très mauvais œil évidemment la montée en puissance
de la Chine, qui est son rival numéro un, va évidemment exercer une influence sur l'Europe et sur l'Allemagne, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourquoi alors ils peuvent très bien exercer la pression, je vais dire, en solo sur la Chine? Pourquoi se rapprocher de l'Union européenne pour exercer la pression sur la Chine? Et ils ont bien fait la guerre commerciale contre la Chine, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils veulent encore ces Américains aujourd'hui? Je ne suis pas américain, donc je ne peux pas vous dire ce que veulent les Américains. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe, partiellement, mais en tout cas l'Europe, et notamment les Allemands, ont depuis le début, avec du transfert de know-how, participé à l'essor de l'économie chinoise. Et c'est pas fini, même si le développement de la Chine a été incroyable et qu'elle est tout à fait autonome et elle aussi beaucoup moins besoin de l'Allemagne. Hein. C'est pas juste des Allemands qui ne veulent pas ou ne peuvent pas y aller à cause des Américains. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Donc la Chine, c'est quand même tellement économiquement émancipée qu'elle a beaucoup moins besoin de l'Allemagne et que donc la situation de faiblesse au niveau énergétique qui est très difficile pour l'industrie allemande, notamment celle qui est très énergivore, comme la chimie, fait que les Allemands doivent absolument, qui sont orientés sur l'export, absolument donc s'intéresser à leurs intérêts vitaux. Donc il y a un enjeu vraiment vital, économiquement vital pour l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle le chancelier allemand se rend en Chine. Alors, qu'est-ce qu'il va obtenir, à votre avis, en ce moment même, en se rendant en Chine? Le chancelier ne fait que, entre guillemets, ouvrir les portes et faciliter l'implantation de l'industrie allemande. Bon. Donc ce qui se fera entre industriels, on verra. Mais si vous voulez, je pense que le grand, pas le problème, mais la vision erronée que nous aurions en Europe, c'est qu'en faisant des affaires avec la Chine, on a peut-être trop facilement pensé qu'on adapterait notre système à leur système ou qu'ils épouseraient notre système. Et on se trouve, si vous voulez, face à un État stratège et des entreprises dans une économie de marché. Et l'interdépendance dans laquelle on a évolué dans le temps font qu'il y a évidemment des problèmes que nous réalisons puisqu'on n'est pas là où on pensait être. Voilà. Et de là découlent beaucoup de vues caricaturales, mais aussi des vues qui sont, voilà, je veux dire, les intérêts économiques des uns et des autres et stratégiques sont valables pour la Chine, mais sont valables pour les Américains aussi, donc valables pour tout le monde. Hein, on a bien vu que par exemple le BND, donc c'est les services secrets allemands, on dit attention, Costco, il ne faut pas les faire rentrer, bon, voilà, mais enfin ça c'est partout. On y reviendra justement. C'est pas plus. Mais je pense que si vous voulez, cette vision, et donc, c'est ce que je dis au début, d'essayer de comprendre la Chine de l'intérieur. Je ne sais pas si on s'est vraiment suffisamment mis à la place pour pouvoir faire cette analyse approfondie sans rentrer dans des débats noirs-blancs qui sont faciles mais pas toujours très sophistiqués. Alors, d'après la presse allemande, plusieurs chefs d'entreprises allemands vont accompagner leur chancelier. Et il y aura par exemple le CEO de Volkswagen, de Siemens ou encore le président de la Fédération de l'industrie allemande. Est-ce que c'est un voyage placé essentiellement sous le signe des échanges économiques? Alors pour ce qui est de Volkswagen, puisque vous le citiez, 40% du chiffre d'affaires de Volkswagen est fait 40% du chiffre d'affaires de Volkswagen est fait en Chine. Donc pour eux, c'est bien évidemment important. Alors après, on va avoir tout le discours des droits de l'homme, etc., qui est classique, mais enfin qui, je pense, n'a absolument aucune influence, bien entendu. Ce sera en agenda. Voilà, ça fait partie du programme. En revanche, je pense que ce qui risque au-delà des affaires d'être discuté, c'est le fait qu'il y ait cette réciprocité dans les échanges entre l'Europe, enfin l'Union européenne et la Chine. Et là, les Européens vont, alors il y a
la formule bien connue, lorsque la Chine s'éveillera, de Gaulle, mais lorsque l'Europe s'éveillera, et elle s'éveillera, et elle s'est déjà réveillée depuis 2019, où elle va quand même de plus en plus pousser à avoir cette réciprocité. Et il faut bien savoir que pour les Chinois, l'Allemagne est quand même la porte d'entrée de l'Union européenne. Toujours la Chine s'est servie, ou a commencé par l'Allemagne pour... Plutôt que la Grèce? La Grèce, si vous voulez, ça a été un pays qui a eu des difficultés, et donc ça a été une bonne occasion pour les Chinois de prendre pied, notamment dans le port de Pirée, qu'ils détiennent à 100%, entre autres, mais enfin ils détiennent, alors on va parler de ça peut-être plus tard, enfin Costco détient aussi des parts dans Seattle et dans d'autres ports européens, on y reviendra, donc celui d'Hambourg n'est pas le premier. Mais donc voilà, ce principe de réciprocité, je pense que c'est là-dessus qu'il va beaucoup insister. Oui. Alors, problème de réciprocité, effectivement, c'est une problématique qui revient assez souvent. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce que les Européens ou les Allemands reprochent aux Chinois? Et pourtant, le marché chinois est de plus en plus ouvert, et puis je pense que de plus en plus il y a beaucoup d'entreprises allemandes, européennes qui sont implantées en Chine. Voilà, qu'est-ce qui manque encore pour que ce soit, on va dire, plus réciproque encore, hein, à votre avis? Bien, est-ce que les règles de l'Union européenne qui permettent aux entreprises chinoises de travailler en Europe sont les mêmes en Chine? Voilà, la réciprocité, elle commence là. Donc, si vous voulez, le fait de dire que le marché soit plus ouvert ou potentiellement plus ouvert, c'est plus ouvert par rapport à quoi? Donc, justement, il faut être précis, je pense, hein, quand ils disent que oui, faut plus de réciprocité, oui, mais sur quoi vous voulez que portent ces réciprocités? Je pense que là-dessus, faut qu'ils... Ça, c'est à eux de définir, de définir ce qu'ils entendent, dans quel domaine ils entendent la réciprocité. Enfin, je pense que le marché, c'est assez peu contestable que le marché européen est bien plus, pas d'ailleurs que pour les Chinois, hein, il est ouvert pour tout le monde. Peut-être ce marché-là est de moins en moins ouvert. Alors il le devient. Après ce que j'ai cru comprendre, alors il le devient. Ouais. Voilà, depuis 2019, effectivement, ça devient. Et c'est d'ailleurs un peu le... Plus sévère vis-à-vis des investissements chinois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, on assiste, si vous voulez, depuis la crise du Covid, à cette déstructuration de la mondialisation. C'est-à-dire que les pays se disent qu'il y a la question des métaux rares, hein, qui font, en France, on va avoir la plus grande carrière de lithium d'Europe. Donc on se dit qu'il faut essayer d'être le moins dépendant possible, ce qui fait qu'on arrive effectivement à un mouvement contraire de ce qu'on a pu observer ces dernières décennies. Est-ce que c'est bien? J'en doute, mais en tout cas pour des intérêts vitaux, je pense que c'est inévitable. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne risque de pousser en fait on va dire l'affranchissement de la dépendance à l'égard de la Chine jusqu'au découplage? Est-ce que ce scénario est envisageable? Alors, le chancelier Scholz a dit qu'il ne voulait pas de découplage. Hein, il a précisément employé ce terme-là. Pareil que les Américains, ils travaillent. Hein. Je ne sais pas s'ils arriveront. De toute façon, les Américains travaillent à tout ce qui peut, de près ou de loin, éloigner les Chinois de leur rétroviseur. Bon. Donc, ça, c'est une certitude. Mais il n'empêche que ce soit les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine, des systèmes démocratiques ou autocratiques, ont quand même des intérêts communs, quelque part. Non avoués peut-être, ici et là, mais des intérêts communs, et qu'il faut d'abord s'attacher à trouver quels sont... Moi, je trouve plutôt qu'ils sont interdépendants, hein, plutôt que de parler de la dépendance à l'égard de la Chine. Je pense que la Chine aussi est dépendante comment dire, de l'Union européenne, n'est-ce pas? Oui, mais c'est le même principe. C'est le même principe, si vous voulez, que je pense qu'on va en parler peut-être tout à l'heure un peu, des relations franco-allemandes. C'est-à-dire que l'Allemagne a besoin de clients, et ces clients sont en Europe. Hein. La Chine a besoin de clients. Voilà. Les clients sont partout dans le monde. Voilà. Donc il n'y a aucun intérêt, ni des uns ni des autres, à pousser le bouchon trop loin. Mais voilà,
la géopolitique fait que ceux qui dominent le monde et ceux qui contestent cette position, évidemment, génèrent des frictions. Toujours selon la presse allemande, hein, certains chefs d'entreprise allemands ont pourtant décliné l'invitation pour se rendre en Chine. En fait, ils évoquaient un agenda très chargé, hein, comme le président de la Deutsche Bank ou encore le président de Mercedes. Et comment interpréter cela? Je ne pense pas qu'il faille le surinterpréter. Je pense absolument pas qu'il faille le surinterpréter. Je pense que déjà l'ambiance en Allemagne avec ce qui se passe en Russie est très sensible. Beaucoup de pays européens reprochent à l'Allemagne que ce sont eux, in fine, qui sont à l'origine de cette crise. Et, parce que l'Allemagne ne veut pas s'affranchir de cette dépendance. Disons d'abord par rapport à la Russie, parce qu'elle elle a fait preuve de mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc de se retrouver dans la situation dans laquelle il se trouve. Donc on reprocherait au chancelier de recommencer la même chose avec les Chinois. On dit, regarde ce qui s'est passé en Russie, tu n'apprends donc rien, retire aucune leçon et tu fais pareil. Alors ce ne sont pas des situations qui sont vraiment comparables, déjà, mais si vous voulez, ils sont obligés de faire attention à ça. Mais vous avez par exemple l'usine... Ne serait-ce que pour la sécurité nationale de l'Allemagne. Hein. La sécurité nationale de l'Allemagne. Certains Allemands tirent la sonnette d'alarme en disant voilà, attention, il ne faut pas aller trop vite avec les Chinois parce que vous risquez d'être très dépendant. Regardez ce qui se passe en Russie. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas c'est pas une méfiance extrême à l'égard des Chinois, c'est juste une leçon qu'ils sont en train de tirer de la dépendance de l'Allemagne à l'égard de la Russie. Oui. C'est ce qu'ils prétendent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de notes de tous les services intérieurs et extérieurs de l'Allemagne qui interpellent les députés allemands pour leur dire qu'il y a de très gros risques d'espionnage, qu'il faut faire attention. C'est un discours récurrent. Voilà, et qu'on les avait prévenus pour les Russes, qu'ils n'avaient pas voulu entendre, et que maintenant ça se reproduisait. Enfin, ça n'empêche pas, par exemple, Nivea de ne pas avoir fermé en Russie. Hein, ils continuent à faire leur business en Russie. Donc les uns choisissent en fonction aussi du positionnement de leur entreprise et puis aussi du poids que ça a dans leur chiffre d'affaires. Alors récemment, le rachat par Costco, une entreprise d'État chinoise, d'une partie du port de Hambourg a suscité beaucoup de remous en Allemagne, mais aussi en Europe. Pourquoi ? Bien, d'abord, c'est une décision qui a été assez autoritaire, puisque 6 ministres s'y étaient opposés. C'est ça. Et je pense que lorsqu'on lit la presse et qu'on reprocherait au chancelier allemand de ne pas faire attention, je pense qu'il a les yeux grands ouverts et il sait tout à fait ce qu'il fait lorsqu'il fait ça. D'abord, pour replacer les choses dans le contexte, Costco, oui, je le disais tout à l'heure, est une entreprise d'État. Très puissante d'ailleurs. Très puissante d'ailleurs. Spécialisée dans les transports maritimes, c'est ça ? Et pas que dans les transports, aussi dans les réseaux aussi, informatiques. Mais, et qui s'inscrit évidemment dans la stratégie globale des routes de la soie, puisque évidemment ça fait des points relais. Donc tout ça évidemment n'est pas anodin, mais enfin Costco a des participations à Anvers, des participations encore en Belgique, en Hollande, même aux États-Unis, en Grèce aussi, à Athènes, où le port leur appartient à 100%. À 100%, oui. Donc, si vous voulez, excusez-moi, je voulais juste vous interrompre quelques secondes. En fait, est-ce que le port de Pirée appartient à 100% à Costco du point de vue de l'exploitation ou du point de vue de la propriété ? C'est différent. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de la propriété, ça bon oui. Les Chinois sont propriétaires. Sont propriétaires à 100%, oui. Ah oui. J'ai vérifié ces chiffres avant de venir. Ah oui. Mais, je pensais que c'était juste le droit d'exploitation. Alors, ça, je ne sais pas. C'est différent, ouais. Oui. Quels sont les détails, les détails de cet accord. Mais pour puisqu'il a été maire de Hambourg, donc il connaît le port de Hambourg très bien, hein, le chancelier Scholz, on lui a fait aussi comprendre que s'il n'y avait pas accord, on allait détourner beaucoup des activités sur d'autres ports européens. Donc là, de nouveau, on retombe dans la question de départ, c'est-à-dire, les Allemands
ont une dépendance. Et la réalité politique veut que ou on le fait ou on ne le fait pas, et on doit peser le pour et le contre, mais je ne pense absolument pas que le chancelier soit naïf du tout. Mais si on ramène ça à des questions très dures, alors ça voudrait dire quoi? On ne fait plus l'investissement de Costco, puis on ne fait plus d'affaires du tout avec les Chinois. Hein. Donc il faut quand même trouver un chemin de raison qui fait que je pense que petit à petit, évidemment, ils vont essayer de réduire cette dépendance, mais les affaires sont les affaires. Et les affaires continueront, toujours. Et pourtant, en fait, ce n'est pas le port de Hambourg que les Chinois essaient de racheter, c'est juste un terminal. C'est le plus petit terminal, je crois. Oui. Alors, où est le problème? Pourquoi ça a pense suscité autant de remous? Je pense que c'est cette hypersensibilité, c'est ce contexte qu'il y a en ce moment avec la Russie. Le moment, comme je disais d'entrée... Dans un contexte très électrique, on va dire. Très électrique. Le moment est mal choisi d'aller maintenant en Chine. Pourquoi y aller maintenant? En plus, pour y aller pendant une journée. Hein, c'est un aller-retour à cause de la réglementation sur le Covid en Chine. Donc, pourquoi maintenant? Mais il a certainement des raisons. D'ailleurs, je suis bien informé, le président Macron s'était proposé de l'accompagner. Et c'est le chancelier Scholz qui aurait refusé. Il avait proposé au chancelier. Il a proposé au chancelier de l'accompagner, et puis ça a été refusé donc par le. Quelle raison est-ce que. Je ne sais pas, je ne suis pas chancelier, mais voilà, lui je pense qu'il s'occupe de ses intérêts et de son pays, et qu'il a les objectifs qui sont les siens, et que Macron n'allait peut-être pas dans ce tableau. On y reviendra lorsqu'on parlera des relations du couple franco-allemand. Alors, on sait que la Chine reste toujours le premier partenaire économique de l'Allemagne. Quels sont, selon vous, les principaux axes de coopération entre les deux pays et comment ça va évoluer dans le temps? Alors, est-ce que vous avez une analyse là-dessus? Il y a des investissements à long terme qui se font, que ce soit Mercedes ou Volkswagen, Bayersdorf ou d'autres, qui sont planifiés et qui vont être réalisés et qui vont demeurer. Continuer, hein, ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, d'une manière plus générale, je pense que c'est une évolution aussi qui va dépendre de la Chine. Vous pensez que c'est plus du côté chinois? Si vous voulez, quelles tournures vont prendre un peu la reprise en main qui se fait en ce moment en Chine du président, qui semble, depuis le dernier qu'on a, reprendre un peu les choses. Donc, est-ce que ça va s'apaiser du point de vue européen et donc on serait plus enclin à continuer les affaires, ou alors est-ce qu'on va juger que non, là aussi, puisqu'il y a de manière latente la question de Taïwan qui se pose, qui va être inévitablement rentrée en compte, et de nouveau probablement avec les pressions américaines, mais justement, alors... qui reconnaissent une Chine, mais qui ne reconnaissent pas la souveraineté de la Chine sur Taïwan, et les Américains... Là, ils jouent sur les deux tableaux, hein. Ils ne respectent pas les principes qu'ils ont eux-mêmes reconnus. Du point de vue économique, évidemment, on sait que le plus gros producteur du monde de semi-conducteurs vient de Taïwan, donc il y a comme une vraie emprise potentiellement économique et donc politique. Hein. On a bien vu sur les métaux rares en 2010 la crise qu'il y a eu entre la Chine et le Japon. Donc on voit qu'il y a quand même des moyens potentiels de pression qui, sans aucun doute, interpellent les Américains et les Européens. Mais d'un autre côté, on voit, je suis bien informé, mais c'est sous votre contrôle, que jusqu'en 2016, Taïwan n'était pas du tout opposé de par la population à cette réunification, et que ça a changé donc dernièrement, peu importe sous quelle influence, mais enfin que ça a évolué. Donc pour revenir à la question de l'Allemagne, vous voyez, je pense que les Allemands suivent quand même de très près l'influence des Américains, à qui ils doivent leur sécurité, et que donc ça dépendra beaucoup de cet environnement-là pour savoir si oui ou non. Mais les entrepreneurs, eux, ne font pas d'investissement en fonction de la politique du jour. Voilà. Moi, j'ai entendu dire que de plus en plus d'observateurs européens pensent que l'Union européenne devrait rester plus indépendante
des États-Unis sur le plan diplomatique. Parce que eux, ils pensent que c'est vrai que beaucoup de pays européens font partie de l'OTAN, dirigés par les États-Unis, mais ils pensent que les Américains pensent d'abord à leurs intérêts. S'ils se rapprochent maintenant de l'Union européenne, c'est parce que c'est avec une arrière-pensée. C'est la raison pour laquelle l'Europe devrait rester plus indépendante. Que pensez-vous de ce point de vue ? Y compris l'Allemagne, bien sûr, le leader de l'Union européenne. C'est une leader économique de l'Union européenne. C'est une certitude, même si les Américains restent nos alliés. Les Français ont, vis-à-vis des Américains, un peu plus de liberté de parole que les Allemands. Ils ont un siège au Conseil de sécurité et ils ont l'arme atomique, ce qui leur permet d'être moins soumis. Mais il n'empêche que l'émancipation de l'Europe, qu'elle soit militaire ou politique, est indispensable, puisque demain, un président américain peut changer de politique et avoir une politique beaucoup plus restrictive à l'encontre de l'Europe, d'où découle d'ailleurs nombre de problèmes de la relation franco-allemande. Et je pense que par rapport à ça, il n'y a pas de différence entre la vision allemande, pro-européenne sans aucun doute, et la vision française, ou d'ailleurs la vision de tous les autres pays européens, peut-être un peu à l'exception de la Hongrie. Mais après, c'est la mise en place de cette politique, et elle se traduit dans quel domaine, militaire, économique, et évidemment, là, on a aussi des problèmes d'intérêt des uns et des autres, dans le domaine militaire, dans le domaine de l'aviation, où les Français ont très clairement un avantage, et cherchent à avoir, pour le SCAF, qui est l'avion qui devrait remplacer, en tout cas en théorie, le Rafale, qui ont de vrais intérêts d'avoir un outil de combat opérationnel. Les Allemands ont un intérêt officiellement qui est le même, certainement, mais qui est aussi technologique, puisque là, ils seraient intéressés évidemment à avoir un transfert de technologie du côté français. Donc, même si on a les mêmes visions, c'est pas facile après de les mettre en pratique. Passons maintenant aux relations franco-allemandes. Depuis quelque temps, ces relations ne sont pas au beau fixe. Quels sont, selon vous, les points de friction et comment les résoudre ? Alors, les relations franco-allemandes n'ont jamais été faciles. Et elles n'ont jamais été faciles au début des mandats des chanceliers ou présidents respectifs. Il a fallu, entre Schröder et Chirac, près de 5 ans avant qu'ils se rapprochent. Et la relation qu'il y a pu avoir entre un socialiste, qui était le président Mitterrand, et le chancelier Kohl reste une exception d'un homme de gauche avec un conservateur. Et pareil pour Helmut Schmidt, qui était lui de gauche, et Giscard d'Estaing, qui était plutôt conservateur. Donc il y a un problème d'accord des personnalités. Et le président Macron a une personnalité forte, et le chancelier Scholz aussi. Aussi, à qui on reprocherait de ne pas être assez communicatif et d'en faire un peu à sa tête. Bon, alors évidemment, lorsque deux têtes fortes se rencontrent, c'est jamais facile. Ça fait des étincelles. Et c'est d'autant moins facile lorsque l'Allemagne est confrontée à de graves problèmes. Et les problèmes des Allemands sont les problèmes de l'Europe. Et aussi les problèmes des Français. Ce n'est pas les problèmes des Allemands d'un côté et qui ne concerneraient pas les autres. Bon. Et donc, dans un premier temps, ils s'occupent de résoudre les problèmes. Alors, la mésentente entre les deux pays, elle se porte dans plusieurs domaines. Le domaine énergétique, où les Français voudraient avoir un prix capé, c'est-à-dire un prix maximum qui paye, ce à quoi les Allemands répondent: si on est prêt à payer un prix de marché 40% de moins, celui qui voudrait nous le vendre ne va pas nous le vendre. Il va le vendre à celui qui va payer 40% de plus. Et donc le problème d'approvisionnement de gaz, puisque c'est de ça qu'il s'agit, deviendra encore plus aigu. Donc non, on ne veut pas caper les prix du gaz. Alors après, il y a toute la question sur quand même la coalition du
gouvernement allemand, hein, qui est vert, libéral et de gauche, avec les Verts qui sont contre le nucléaire, alors qu'on est bien obligé de se rendre compte que le nucléaire est indispensable aujourd'hui et totalement on se réveille maintenant, c'est un peu tard. Et totalement décarboné. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Mais pourquoi Angela Merkel, elle a fait, on va dire, elle a fait arrêter le programme nucléaire en Allemagne? Pourquoi est-ce que François Hollande a fait arrêter Fessenheim alors que ça reste une très bonne centrale nucléaire? Voilà, ce sont des hommes politiques. Vous voyez, et voilà, ils sont obligés de répondre en Allemagne à un électorat qui est contre le nucléaire. Voilà. Alors j'espère que ça évoluera, j'espère surtout pour eux, mais il y a aussi, si vous voulez, des notions qui, bien entendu, existent entre la France et l'Allemagne et entre différents pays européens, qui sont des notions de compétitivité. Ouais. Parce que lorsque vous avez une énergie nucléaire, vous avez accès à une énergie qui est peu chère. Or, qu'est-ce qui faisait aujourd'hui que l'industrie allemande était en état de compétitivité? C'est qu'elle avait justement accès à une énergie peu chère, outre la qualification de sa force d'employé. Et donc, il y a toujours un aspect qui va régler, évidemment, les prix et donc la compétitivité. Alors, et le troisième point, c'est oui, allez-y. Et le troisième point, c'est le domaine militaire. Dans le domaine militaire, les Allemands, qui avaient assez peu investi dans leur armée, se rendent compte que potentiellement, les dangers peuvent être là, sans le nommer spécifiquement, et qui donc il fallait une politique de défense, et pour l'avoir, il faut en avoir les moyens, tout simplement. Voilà. Alors là, on a la possibilité ou de faire avec les Américains, et ils font avec les Américains, pas uniquement pour leur plaire, mais parce que les Américains ont un armement qui est disponible tout de suite, que l'industrie européenne n'a pas. Je pourrais vous donner tous les exemples, mais l'industrie européenne n'est pas en mesure, dans quasiment tous les domaines, de fournir un armement immédiat. Or, on en a besoin immédiatement. J'ai appris ça en lisant Alternative économique. Voilà. Ils disent qu'on n'a pas, en fait, l'Europe, la France, n'a pas on va dire, une industrie militaire capable de répondre aux impératifs du moment. Alors, moins que les Américains. Moins que les Américains. Voilà. Moins que les Américains. Et donc voilà. Et ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure de savoir est-ce que et comment surtout l'Europe doit s'émanciper. Et s'émanciper, ça ne veut pas dire qu'on va être pour ou contre, mais ça veut dire qu'on ne va pas être obligé de suivre aveuglément la voie de son maître. Et, tout simplement rester indépendant, autonome, on va dire, s'autosuffire. Voilà, mais bon, ça c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, il faut essayer de pouvoir exister sans pour autant que ça soit pris comme on est ennemi. C'est pas du tout le cas, et je pense que ça ne devrait pas être le cas non plus avec la Chine. Je ne suis pas un expert de la Chine, de l'histoire chinoise, mais je ne pense pas que les Chinois soient un peuple qui soit, ou une nation, ou une âme de nation guerrière. C'est un peuple très attaché à la paix. Voilà. Donc ils veulent faire des affaires. Après, que le monde aspire à autre chose que la seule domination américaine, je pense qu'il n'y a pas que les Chinois qui y aspirent.